Il faut comprendre pourquoi on vaccine les gens contre la grippe. On vaccine les gens contre la grippe pour deux raisons différentes et il y a deux populations. Il y a la population générale en bonne santé. La vaccination contre l'influenza en période, on va dire, saisonnière, c'est d'abord et avant tout un impact économique. La raison pour laquelle on vous vaccine, c'est qu'on ne veut pas que vous soyez malade et que vous ayez de l'absentéisme au travail. On vaccine les populations à risque pour un impact de morbidité et de mortalité qui sont différentes. Ce que les gens savent peut-être moins, c'est que quand on vaccine par exemple les personnes âgées, l'efficacité du vaccin dans ce groupe d'âge-là n'est pas très très bonne. C'est 50-60% des gens qui sont protégés, mais comme on réduit de beaucoup les hospitalisations, la mortalité, l'impact est énorme. Alors ça, c'est comprendre un peu ces problèmes de vaccination. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est un phénomène qui va être évolutif et qui va dépendre aussi de la quantité de gens qui vont être vaccinés cette année. Et s'il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés, le vaccin n'étant pas aussi protecteur à très long terme, probablement que ces gens-là vont commencer à perdre leur immunité avec les années. Et il ne faut pas oublier le dernier point, c'est qu'il ne faut pas vivre dans un espace fermé. Ce virus-là, la majorité des gens sur la planète ne seront pas vaccinés. Il y a actuellement à peu près 200 pays dans le monde. Il y en a 60 à peu près qui ont décidé d'avoir une campagne de vaccination. Il y en a seulement 20 qui ont vraiment commencé à vacciner de façon intense. Et il y en a seulement 5, dont le Canada, qui ont vacciné plus que 15% de la population actuellement. Donc ce que ça signifie qu'à l'échelle planétaire, ce virus-là a un marché encore immense pour se propager, pour se développer, pour changer, et ainsi de suite. Et donc, on va toujours être un peu tributaire de ce qui va se passer ailleurs. Valérie Borde, vous vouliez réagir? Oui, je pense qu'effectivement, concernant est-ce qu'on va devoir vacciner l'année prochaine ou pas, je pense qu'aussi au bout d'un moment, il va falloir se poser la question de voir si on ne va pas arriver à développer un vaccin universel pour la grippe qui va marcher pour tous les virus influenza. Je sais qu'il y a de la recherche qui se fait là-dessus, il y en a de plus en plus, elle n'est pas très supportée par les compagnies pharmaceutiques qui n'ont pas tellement intérêt à ce qu'on règle le problème de la grippe une fois pour toutes. Ça fait partie... Il existe le vaccin universel. C'est ça. Il existe. Oui, c'est la lutte à la pauvreté. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a aussi, ça venait à la deuxième moitié de ma question, de ma remarque là, c'est parce que la vaccination, c'est un peu une solution faute de mieux aussi. C'est la meilleure solution, mais c'est une solution faute de mieux parce que, comme dit Dr Weiss, il y a quand même une infime minorité de gens qui vont en bénéficier. Vous êtes journaliste, Valérie Borde. Comment les journalistes réagissent-ils lorsqu'on se trouve dans une situation exceptionnelle, une sorte de crise, une pandémie comme celle-ci? D'abord, est-ce qu'on est préparé et est-ce qu'on adopte dans une situation comme celle-ci un comportement journalistique différent de celui qu'on a habituellement? Bon, vous savez, dans le journalisme, c'est jamais tout noir, tout blanc non Bien plus, sûr. hein, mais je dirais que globalement, non, les journalistes ne sont pas très bien préparés à ça. On le voit quand la pandémie, entre guillemets, a démarré avec les premiers cas repérés au Mexique. Il y a eu une espèce de panique généralisée. Quelles sont les lacunes dans la préparation? Les journalistes ont très peu de formation scientifique, notamment. Je pense que si vous faites un sondage parmi les journalistes il y a 6 mois pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une pandémie, vous auriez eu bien des réponses farfelues. Okay. Donc je pense qu'il y a un déficit de formation au départ. Ceci dit, on est aussi très tributaire. Vous imaginez si Dr Poirier a du mal à y voir clair, nous comme journalistes, on n'a pas toutes ces informations-là, donc on a encore plus du mal à y voir clair. Comment on réagit dans ce temps-là? Comment on réagit dans ce temps-là? Est-ce qu'on se protège? Est-ce qu'on s'auto-censure? Est-ce qu'on se fie au Dr Poirier et puis on prend sa parole pour parole d'évangile? Non. non, ça serait pas prudent. Alors on réagit comment on réagit, je dirais que ça dépend malheureusement de pour quels médias on travaille. Quand on travaille dans des médias sensationnalistes, on va avoir tendance à courir après chaque décès, puis à essayer de mettre du feu dans la machine pour que la pandémie soit vendeuse. Il y a des journalistes qui réagissent comme ça. Oui, c'est étonnant, hein? Non, et je pense que, blague à part, en dehors de ça, comme journaliste, on doit être conscient qu'on a une responsabilité majeure à jouer dans le déroulement de tout ça, de ce qui fait que ça peut devenir une crise de société, on en parlera je pense tout à l'heure, alors qu'au départ c'est peut-être plus une question de santé publique qui n'a pas nécessairement l'ampleur d'une crise. Mais quand on doute comme ça comme journaliste, à qui on se fie?
Est-ce qu'on prend la parole de parce que on se dit il faut se fier aux scientifiques, mais dans un cas comme celui-là, moi, je dirais que, qui est admis comme source fiable? Oui, il faut se fier aux scientifiques, mais il faut se fier aux faits plus qu'aux opinions. Et ça, c'est peut-être un travers que les gens ont souvent, c'est que oui, un médecin est quelqu'un de très respectable, je ne dirais pas le contraire ici, mais je ne sais pas si un médecin généraliste, un médecin de famille est le meilleur épidémiologiste qui soit. Donc il faut faire attention que quand on interviewe des experts, d'abord que ce soit des vrais experts, il y a eu malheureusement des débats avec des adeptes des théories des complots qui n'avaient rien à faire sur la scène publique, d'après moi. Par contre, quand on prend des experts, il faut faire attention que des fois ça va être des opinions qui ne seront pas toujours fondées sur des faits. Donc je pense que la prudence, c'est d'essayer d'analyser les faits. Comment les journalistes font dans une situation comme celle d'une pandémie où il y a forcément des mécanismes de communication qui sont mis en place par les autorités? Comment on fait pour aller au-delà de ces mécanismes-là? Comment on fait pour aller au-delà du jour le jour? Au jour le jour, c'est difficile d'aller au-delà du mécanisme du jour le jour. Ce qui est peut-être un déficit qu'on a observé depuis le début de la pandémie, c'est qu'il y a relativement peu d'analyse du phénomène, où justement on prend un peu du recul par rapport au décompte quotidien des hospitalisations, des nombres de gens vaccinés, du nombre de coupons éclusés, et où on va aller regarder où on en est, notamment au niveau mondial. Les gens sont demandeurs de savoir, et ça c'est quelque chose dont on entend à peu près jamais parler, comment au Québec est-ce qu'on se situe par rapport à ailleurs? Est-ce qu'on a pris des bonnes décisions? Est-ce que d'autres pays ont pris ces décisions-là? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui fait les différences? Toutes ces choses-là, on n'en entend pas beaucoup parler. Dr Weiss, est-ce que dans une situation de pandémie, les spécialistes comme vous ont tendance à, comment dirais-je, être plus discrets et laisser la parole à leurs collègues qui sont responsables de la gestion de la pandémie? Je vous dirais que moi, je n'ai pas été beaucoup discret, mais non, écoutez, je pense qu'il y a un aspect de vulgarisation qui est très important à faire. Il ne faut pas sous-estimer la population qui est de plus en plus éduquée. Et il faut faire surtout attention que dans un contexte, comme je disais, où on vit à l'âge de l'Internet, il peut y avoir beaucoup de désinformation. Et c'est beaucoup plus facile de désinformer les gens que de les informer. Et le problème et le défi que vous avez, c'est que lorsque vous voulez, par exemple, passer un message sur la vaccination à l'échelle populationnelle, vous n'avez pas besoin de beaucoup pour essayer de mettre le doute dans l'esprit des gens et à ce moment-là, finalement de briser, si vous voulez, une étape et une arme très importante dans la lutte contre la maladie. Alors il faut faire très attention. Et puis, il faut comprendre qu'on vit aussi dans un monde où, culturellement, puis ça, on va peut-être en discuter, la vision de la pandémie est très différente. On ne voit pas la même chose dans le monde occidental que dans d'autres pays sur la planète. On ne voit probablement pas la même chose en Amérique du Nord que dans certains pays d'Europe. Et il y a des petites différences. Qui a raison, qui a tort? On est probablement rendu à ce niveau-là à des petites différences. Est-ce qu'on ferme les garderies ou on ne les ferme pas? Il y a des pays où on ferme toutes les garderies. Il y en a d'autres où ici au Québec, on s'est dit... C'est la culture qui fait qu'on réalise